Déjà, merci d'être là. Nous sommes vraiment très ravis de recevoir Sarah Van Huxem aujourd'hui. Peut-être pour résumer brièvement votre parcours, vous avez étudié le droit et la philosophie à l'école de la Sorbonne à Paris, ainsi à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez soutenu, pardon, excusez-moi. Vous avez soutenu une thèse intitulée Les choses saisies par la propriété, et vous êtes actuellement maîtresse de conférences en droit à l'Université de la Côte d'Azur, et également en délégation à l'Agence française de développement, et vous avez également été pensionnaire de la Villa Médicis pour l'année 2022 et 2023. Et pour ce qui est de la conférence d'aujourd'hui, peut-être je vous laisse la parole, et je vous remercie beaucoup d'être là encore. Merci beaucoup. Merci à tous, merci pour votre invitation. Agissant, agissante signifie qu'il y a de la force, de l'influence, ce qui se manifeste par une action effective, se donne du mouvement, soit ce qui remue, par opposition à ce qui est passif, inerte. Sur le terrain du droit, l'adjectif évoque l'ancien article 528 du Code civil qui définissait les meubles par nature, opposés aux immeubles, immobiles, tels des corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, et qui distinguait les meubles capables de se mouvoir ou d'agir par eux-mêmes, comme les animaux, des meubles qui ne pouvaient changer de place que par l'effet d'une force étrangère, telle une chaise. Depuis une loi de 2015, les animaux sont redéfinis à l'article 515-14 du Code civil, tels des êtres vivants doués de sensibilité. S'ils sont toujours soumis au régime des biens, meubles ou immeubles, c'est sous réserve des lois qui les protègent, de sorte que les animaux pourraient avoir gagné en autonomie et représenter de tierces entités, ni choses, ni personnes, susceptibles d'agir sur la scène du droit et même d'ester en justice, soit de prendre l'initiative de soumettre une prétention au tribunal. Encore faut-il préciser le sens donné au mot tiers. Une personne qui s'ajoute, qui est étrangère à un ensemble de deux personnes dans le langage commun. Le tiers signifie en droit une personne étrangère à un acte ou à un fait juridique. On parlera par exemple du tiers à un contrat de vente, pour désigner la personne qui ne serait pas l'un des co-contractants, ni vendeur, ni acheteur, mais qui pourrait en subir les effets. Cependant, le mot tiers combiné à un autre terme peut prendre d'autres significations. Ainsi, le tiers acquéreur s'emploie par opposition au titulaire de droit antérieur. Tiers porteur renvoie au second endosseur de billets. Tiers opposant désigne la personne qui présente une tierce opposition, c'est-à-dire qui exerce une voie de recours contre un jugement auquel elle n'aura été ni appelée ni représentée, mais qui porte préjudice à ses droits. Dans une perspective de politique écologique, on pourrait appeler les êtres de nature, animaux, végétaux, champignons, à agir en tierce opposition contre les décisions de justice confirmant la légalité de l'acte, portant atteinte à leurs droits fondamentaux. Par exemple, les eaux, accompagnées des poissons, des sédiments et de la ripisylve, pourraient agir en justice contre les décisions validant des arrêtés délivrant des autorisations de fonctionnement aux ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que celles-ci rejettent dans les eaux ou les milieux aqueux des produits phytosanitaires ou d'autres polluants. Si aucun élément n'a, à ma connaissance, choisi d'exercer une action en tierce opposition, des arbres ont pu, en Belgique, déclarer intervenir volontairement dans la cause, c'est-à-dire au procès, opposant une association de protection de l'environnement, rejointe par des milliers de citoyens, à l'État belge et ses régions, accusés de ne pas avoir pris les mesures utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le 3 mai 2019, 170 arbres remarquables avaient en effet proclamé « Nous, sous-signé, l'aulne à feuilles cordées, rue de l'Arbre bénite à Ixelles. Nous, le cèdre, carrefour des avenues Pyrène et Floréal. Nous, le chêne rouge d'Amérique, parc Jean Monnet à Berchem-Sainte-Agathe. Nous, le hêtre pourpre, place Jean Gabin. Nous, le tilleul argenté au croisement du boulevard des Invalides et de l'avenue de l'Église. Nous, le tilleul à large feuille, le tilleul centenaire et de l'Indépendance. Nous, le tulipier de Virginie dans le jardin du presbytère à Turéven. Nous, le hêtre commun à feuilles rouges foncées. Le frêne pleureur près la maison Bailly. L'arbre à miel de Louvain. Le groupe solitaire de chênes pédonculés. Le séquoia géant dans le domaine de Rennes. Le mûrier noir. Les arrots
Araucarias du Chili, les 49 tilleuls tricentenaires et bien d'autres arbres encore déclarons intervenir volontairement dans la cause. Dans cette affaire, les requérants des arbres protégés à longue durée de vie se présentaient tels des êtres vivants, sensibles aux modifications de leur environnement. Ils affirmaient devoir être respectés en tant que tels et ne pouvoir être réduits à de simples objets. Ils avaient droit, disait-il, à l'espace qui leur était nécessaire pour se reproduire. Ils avaient droit au respect de leur intégrité physique, aérienne et souterraine. Le 17 juin 2021, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu son jugement et il a condamné les autorités publiques belges pour ne pas avoir agi avec prudence et diligence en matière de lutte contre le changement climatique. Toutefois, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en intervention des arbres, car ceux-ci n'avaient pas, selon lui, qualité à agir, les arbres n'étant pas dans le droit belge en vigueur, sujets de droit, c'est-à-dire des êtres aptes à avoir et exercer des droits et des obligations. Sous réserve des personnes morales, sociétés, associations, fondations, à qui la loi reconnaît expressément la personnalité juridique, seul l'être humain possède cette aptitude, ajouta le juge belge. Qu'aurait dit le juge français? Aurait-il également considéré que des arbres ne pouvaient agir en justice? Aurait-il pareillement affirmé, pour reprendre l'intitulé d'un célèbre texte de Christopher Stone, que non, les arbres ne pouvaient pas plaider? Sans doute se serait-il prononcé en ce sens, mais en invoquant d'autres motifs. Car depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation française, le 28 janvier 1954, il est admis que la personnalité juridique n'est pas une création de la loi, et qu'elle n'a donc pas à être expressément reconnue. Depuis l'arrêt Comité d'établissement Chin-Chamond, la personnalité appartient en effet en principe à tout groupement pourvu d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes par suite d'être juridiquement reconnus et protégés. Avec un peu d'audace, un juge pourrait dès lors reconnaître la personnalité aux arbres, dès lors que leurs intérêts sont dignes d'être reconnus et protégés, ils ne nous permettent rien moins que de respirer, et que telle ou telle association de protection de l'environnement leur offre un moyen d'expression collective. Du reste, il est permis de penser que la personnalité des entités naturelles est implicitement reconnue à l'article 1246 du Code civil, lequel oblige toute personne ayant causé un préjudice écologique à le réparer. En effet, si nous devons réparer tout dommage non négligeable causé à un alter ego non humain, par exemple à une forêt, n'est-ce pas que celle-ci est une personne ? Telle est la voie, celle de la personnification de la nature et de ses éléments, que plusieurs spécialistes du droit de l'environnement français invitent à emprunter, notamment la chercheuse Marie-Angèle Hermite, l'avocate Marine Izquierdo ou le professeur Jean-Pierre Marguenot. Précisons que cette proposition de reconnaître la personnalité à des entités naturelles n'est pas, ou plus exactement n'est plus, cette hypothèse d'école initialement formulée aux États-Unis par le professeur de droit précité, Christopher Stone. En effet, depuis les années 2000, l'idée a fait fleuresse et les hypothèses de personnification de la nature ou de milieu naturel se multiplient. Ainsi, l'Équateur, dans sa constitution de 2008, puis la Bolivie, dans une loi de 2010, on reconnaît la personnalité à la terre-mère ou Pachamama. En 2016, la personnalité fut reconnue par une décision de justice au fleuve Atrato, avant que d'autres décisions ne reconnaissent également en Colombie la personnalité d'autres cours d'eau, ainsi que celle de la forêt amazonienne. En 2017, en Nouvelle-Zélande, la loi Te Awatupua a également reconnu la personnalité au fleuve Wangani. Et nous pourrions poursuivre longuement l'énumération des milieux de vie depuis lors personnifiés dans le monde entier, du mont Taranaki néo-zélandais à la montagne himalayenne indienne, en passant par la lagune de Mar Menor espagnole. Pour renforcer le pouvoir d'action de ceux qu'ils regardent comme des tierces personnes, ni personnes physiques, ni personnes morales, mais personnes non humaines, Camille de Toledo a réfléchi à une nouvelle stratégie. Dans une courte fiction intitulée « L'Internationale des rivières », récemment parue chez Verdier, l'écrivain revient sur cette proposition d'instituer expressément, officiellement, ces entités naturelles juridiques. ENJ pour l'acronyme prononcé ange. Et il la développe. L'idée est la suivante. Dès lors que des entités naturelles, en particulier des milieux naturels, sont reconnues telles des personnes, alors, selon la théorie classique du droit des biens français, celle d'Aubry-Hérault, ils doivent avoir un patrimoine. Et si la Loire, par exemple,
a un patrimoine d'affectation, entièrement destiné à la libération et à la perpétuation de son être fleuve, alors elle doit pouvoir acquérir des biens, recruter des humains pour travailler à son service et percevoir les fruits de son travail, jusqu'alors esclave. Loire percevant des revenus, elle se trouve imposable. Devenue une ressource fiscale pour l'État, celui-ci est intéressé à son maintien et une économie de la gratitude peut se substituer à l'économie extractive. Aussi, l'admission d'un patrimoine attaché aux nouvelles personnes de la nature, non humaines, permettrait-elle d'opérer une prise d'aïkido avec l'État et les entreprises pour faire basculer l'économie productive vers la décroissance. Dans ce scénario, à côté de la souveraineté des États et de la puissance du marché, il faudrait compter avec la force des entités naturelles juridiques, ENJ ou anges, ces nouveaux tiers agissants. Mais peut-être faudrait-il s'arrêter sur le sens de cette nouvelle trinité. Les entités naturelles juridiques sont des tierces personnes, on vient de le dire, au sens où elles ne sont ni des personnes physiques, c'est-à-dire des êtres humains, ni des personnes morales, c'est-à-dire des groupements de personnes physiques ou d'êtres humains. Mais elles sont des personnes non humaines. Seulement ces anges, ou ENJ, en particulier les milieux naturels personnifiés, apparaissent également comme des tierces personnes, au sens où elles ne sont ni des personnes de droit public, telles l'État, ni des personnes de droit privé, telle une société entrepreneuriale. Ni de droit public, ni de droit privé, à quel droit les milieux de vie personnifiés ressortent-ils donc ? Je serais tentée de répondre au commun, au droit commun, au droit autochtone, indigène, paysan, qui a disparu avec la formation des États-nations. Car l'avènement de l'État, en particulier français, a suivi l'élaboration d'un droit administratif, lequel a comme absorbé les anciens communs, notamment de villages, les anciens milieux de vie propres aux communautés paysannes, pour les transformer en biens publics. Une autre proposition de politique écologique pourrait donc être de recouvrer ces biens, ni publics, ni privés, mais communs. Ces biens, ces choses même, pourraient être les tiers agissants de demain. Tels les tiers paysages qui se maintiennent dans les interstices terrestres, les communs subsistent dans les marges juridiques et littéralement dans les marges des manuels de droit. Ce sont les associations territoriales de l'eau, les associations syndicales pastorales, les prud'hommies de pêche ou les sections de communes, des institutions rémanentes, souvent présentes dans l'ancien droit, par lesquelles des communautés d'êtres humains, mais aussi d'êtres autres qu'humains, assurent l'autogestion, l'auto-organisation ou l'intendance de leur milieu de vie. Ce qui me semble alors devoir être souligné est que ces choses sises ou situées en un lieu, un pâturage, une forêt, un corps de ferme, sont dotées de droits et d'obligations, sans qu'il soit besoin d'en passer par leur personnification. Autrement dit, avec ces institutions, nous sommes en présence de choses, par exemple un temple ou une église, auxquelles on reconnaît des droits, plus précisément la propriété de biens ou de droits et d'obligations, mais sans avoir besoin de les faire passer, transiter de la catégorie des choses à celle des personnes. C'est qu'avant la formation du droit occidental moderne, au XVIIe, XVIIIe siècle, soit dans l'ancien droit à l'époque médiévale, mais aussi dans le droit romain des choses sacrées, et même en droit mésopotamien, les êtres humains n'étaient pas les seules entités susceptibles d'avoir des droits. Des fonds de terre, soit des terrains, pouvaient avoir des droits. Et d'ailleurs, tous les humains ne se voyaient pas nécessairement reconnaître des droits. Pensons aux esclaves, aux enfants ou aux femmes. C'est seulement à l'époque du droit occidental moderne que l'on en vint à définir les droits, ou rights, comme des droits subjectifs, c'est-à-dire des droits attachés à des sujets de droit, entièrement libres de disposer des choses objets de droit. En d'autres termes, c'est seulement à l'âge moderne que l'on en vint à concevoir le droit, ou law, comme une confrontation de la libre volonté des sujets de droit à l'entière disponibilité des objets de droit, que l'on commença à opposer les choses aux personnes comme les objets aux sujets de droit, et que l'on considéra que seuls les êtres humains pouvaient être ces personnes sujets de droit, maîtres et souverains sur ce qui leur était immédiatement extérieur, les choses objets de droit. Si nous cessions de confondre les choses et les objets de droit d'une part, les personnes et les sujets de droit d'autre part, alors nous pourrions recouvrer le sens juridique initial du mot signe ou chose. La chose est ce qui rassemble. Elle est plus précisément le lieu de rassemblement des éléments d'une affaire ou d'un litige. Et en passant du droit processuel au
procédural au droit des biens, nous pourrions redéfinir les choses comme des milieux de vie, des séjours, des demeures ou des mondes communs à des êtres humains et non humains, vivants et non vivants, naturels et surnaturels. Ce faisant, nous rejoindrions le mouvement contemporain des droits de la nature et plus précisément des droits des milieux naturels qui, derrière l'écran de la personnalité juridique, reconnaissent d'abord l'existence d'un collectif, par exemple celle d'un collectif maori du fleuve Wanganui, composé d'êtres physiques, mais aussi d'esprits ou d'entités métaphysiques. Ni objet, ni sujet de droit, ces choses-milieux seraient des tiers agissant pour l'oubli de cette opposition ou summa divisio des objets et des sujets de droit, laquelle nous interdit de penser les choses autrement que comme des matériaux corvéables à merci, et qui n'est autre sur le terrain du droit que la division occidentale moderne de la nature et de la culture. Retrouvons donc nos choses milieux. Retrouvons les maisons pastorales dotées de droits de la montagne basque du pays de Soule. Retrouvons les ruines vénitiennes pourvues du droit à ne pas être abandonnées ou délaissées. Retrouvons l'église Saint-Ambroise de Bologne demeurée propriétaire de biens même après que la communauté de moines a disparu. Retrouvons les temples romains et les riches temples mésopotamiens, les maisons de villages italiennes désertées et les fermes ardéchoises en une forêt des Goebels. Tantôt ces choses ont un droit fondamental aux soins, à l'entretien. Parfois, elles ont la propriété de droit en d'autres choses, forêts, pâturages ou moulins, communs à des maisons de village. D'autres fois encore, elles ont des droits de créance vis-à-vis d'autres choses, par exemple celui pour des terres de recueillir des eaux, de sources ou de pluie. En toute hypothèse, ces choses sont irréductibles à des corps passivement étendus, extérieurs aux personnes des êtres humains. Ce ne sont pas des objets, des substrats sous la main de leurs propriétaires, mais des êtres qui ont eux-mêmes la propriété de biens ou de droits et qui s'appartiennent. Si le droit des servitudes ou des services fonciers, soit des fonds de terre appelés dominants ou créanciers, qui ont des droits vis-à-vis d'autres fonds de terre, dits débiteurs ou dominés, fut appauvri après la Révolution, le Code civil de 1804 contient néanmoins des dizaines d'articles relatifs à ces choses propriétaires, de droits de passage, de puisage ou de canalisation. Et l'on pourrait imaginer que de nouvelles communautés paysannes se constituent en démultipliant ces servitudes, soit ces rapports de droits et d'obligations entre de multiples parcelles, de manière à densifier le tissu de relations juridiques et constituer un rhizome ou réseau foncier. Telle n'est toutefois pas l'option choisie par les communautés anarchistes qui entendent échapper à l'État comme au marché en créant des milieux de vie autonomes, autogérés, communs à leurs habitants, humains et non humains. Après que le projet de nouvel aéroport près de Nantes fut abandonné, les occupants de Notre-Dame-des-Landes pensèrent créer une nouvelle section de commune, soit une nouvelle fraction de commune ou entité infracommunale pour pérenniser leur expérience de vie communautaire. Mais le législateur de 2013, ayant choisi de faire disparaître cette institution de commun rémanente et interdit de créer de nouvelles sections, les zadistes durent imaginer d'autres modalités. C'est un jeune homme, issu des milieux libertaires, qui eut la géniale idée de se saisir d'une innovation voulue par la libérale Christine Lagarde, celle du fonds de dotation, pour assurer la continuité des communautés, même après que leurs fondateurs sont possiblement partis. Créé pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le fonds de dotation La Terre en commun doit assurer la continuité de l'habitation en commun dans le bocage nantais. L'initiative a été simultanément prise par Antidote, un autre fonds qui fédère plusieurs tiers-lieux ou lieux alternatifs de vie. Et tout récemment, le fonds de dotation Cinéma Revival a permis la réouverture à Paris du cinéma indépendant et militant La Clé. Quelle est l'idée? La mécanique. Eh bien, en instituant ces manières de fondation qui n'exigent pas de trop lourdes formalités administratives, les militants écologistes, mais aussi féministes ou queer, sortent des biens du marché et les rendent indisponibles. Après quoi, ils créent une ou des associations pour la location des dits biens. Est ainsi organisée ce qu'ils appellent une propriété d'usage qui empêche que ces biens puissent tomber ou retomber entre les mains de leurs donateurs ou des adhérents des associations. Comme pour la technique du logiciel libre ou du copyleft, il s'agit d'utiliser les ressorts de la propriété, même exclusive, pour la retourner contre elle-même. En somme, une prise, là encore, d'art martial, opérée par des tiers agissants.
La liste des tiers agissants pourrait encore être allongée. Outre ces nouvelles communautés locales, il faudrait mentionner les peuples autochtones, lesquels grimpent progressivement sur la scène du droit pour se tenir aux côtés des États-nations et des autres sujets du droit international. Ce serait d'autant plus justifié que le mouvement des droits de la nature est souvent lié aux revendications de peuples autochtones. Mais aux côtés de ces tiers agissants liés à une terre, de ces tiers chtoniens, il ne faudrait pas manquer ceux qui préfèrent la fuite au corps à corps et qui n'en sont pas moins agissants. Je pense à la cohorte de tiers fuyants, les Noirs marrons ou les esclaves en fuite, les migrants, ni nationaux ni étrangers, les gens du voyage, aussi anciennement appelés nomades, les chiens ou les chats errants, et les autres animaux, chèvres aux cochons, divagants et réensauvagés, ni domestiques ni sauvages, eux, mais féraux. Il y en aurait encore les vagabonds, entre hommes, chiens et loups-garous, les stalkers et les artistes marcheurs, les cueilleurs et les cueilleuses, les mauvaises herbes, mieux nommées vagabondes. Mais plutôt que de vous en parler, je voudrais vous en montrer des images, ou plus exactement de tierces images, qui figurent au début d'un recueil de textes intitulé « Du droit de déambuler » et qui ont été réalisées par le photographe Geoffroy Mathieu, diplômé de cette école d'Arles, ancien pensionnaire de la Villa Albertine et auteur de nombreux ouvrages. Ce sont donc des photos, autant de photos, me semble-t-il, de tiers agissants, et donc peut-être aussi ces fameuses tierces images, dont la question était posée de savoir à quoi elles pouvaient ressembler tout à l'heure. Voici des artistes marcheurs qui appartiennent au groupe dit du Bureau des guides près de Marseille et qui se faufilent à la manière des stalkers dans le film de Tarkovsky, un petit peu comme s'ils allaient dans une zone interdite qui est peut-être aussi un tiers paysage. Je m'arrête ici sur ces tiers agissants qui sont des tiers agissants non humains, des cochons sauvages dans la zone industrielle de la Paloune, des chiens errants et divagants à La Réunion. Ces chiens et ces chats, ces chiens errants et divagants ont fait l'objet d'une très longue série par Geoffroy Mathieu. Il s'appelle le nom m'échappe, mais il va me revenir parce qu'il est drôle. Les Bourbons ou quelque chose comme ça, un nom noble qui désigne justement ces chiens qui errent librement dans la Réunion. Et il y a beaucoup, en droit, tout le paradoxe, je vous le dis simplement en un mot, est que le délit de vagabondage a existé pendant très longtemps. Il est né avec justement l'essor de la société industrielle, avec la fuite nécessaire par les paysans de leurs terres, suite au mouvement dit des enclosures qui a justement posé des barrières et empêché les droits d'usage collectif de se maintenir. Ce délit de vagabondage, dont Michel Foucault fait la genèse dans Surveiller et punir, qui est très documenté, il a seulement disparu en 1994. 1994, mais donc pour les humains. Pour les chiens et pour les chats domestiques, qui n'appartiennent pas à la catégorie des animaux dits sauvages en droit, eh bien, le vagabondage demeure interdit. Si un chien ou un chat s'échappe de plusieurs centaines de mètres de son propriétaire, il est susceptible d'être capturé et, in fine, dans certains cas, d'être euthanasié. Je m'arrête juste ici sur la clôture en grillage à poules. Le groupe d'artistes marcheurs romains, qui se nomme Stalker, justement en référence au film de Tarkovsky précité, dit toujours « C'è sempre un buco ». Il y a toujours un trou dans un grillage. Et en effet, quand ils partent à la recherche, par exemple, des eaux, des nouvelles eaux qui auraient surgi sur le territoire de la Grande Rome, eh bien, ils se fichent pas mal de savoir s'il y a une barrière ou pas, et ils cherchent le trou. Ici, toujours ces artistes marcheurs, ceux qui sont en train d'arpenter les territoires de Marseille. La spécificité, peut-être, c'est qu'ils sont tiers aussi agissants d'une certaine façon, puisqu'ils se refusent à parcourir de beaux paysages ou des paysages sublimes, magnifiques, qui ne seraient pas la nature ordinaire, comme par exemple dans les parcs nationaux. Mais ils parcourent, comme les stalkers, le groupe Stalker à Rome, eh bien la périphérie urbaine de Marseille.
Et puis je vais finir là-dessus, mais il y aurait encore évidemment bien d'autres photos à vous montrer. Ce sont les cueilleurs, les cueillettes. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'avec la modification du sens de la propriété, qui aujourd'hui signifie dans nos esprits nécessairement le droit de s'enclore, le droit d'exclure, eh bien, on a aussi mis un terme à certains droits d'usage collectif qui ne peuvent s'exercer qu'à la condition justement de ne pas se voir empêchés par la présence d'une barrière. Aujourd'hui perdurent certains usages, notamment ceux de la cueillette. À Marseille ici, mais il y a beaucoup d'autres photos, Geoffroy Mathieu, en Île-de-France, autour de Paris. Et l'objectif aujourd'hui, ce serait de revenir à cette ancienne conception de la propriété qu'on a complètement oubliée, qui ne signifiait pas un droit d'exclure, puisque un propriétaire foncier, s'il voulait s'exclure, devait demander une autorisation, cela n'allait pas du tout de soi, mais qui signifiait bien plutôt des droits d'usage collectifs partagés sur une seule et même terre. Aujourd'hui, on assiste à un nouveau mouvement d'enclosure, puisqu'on a une loi de 2023 qui a été votée et qui lutte contre l'engrillagement des territoires, notamment en Sologne, mais qui, dans le même temps, a créé un nouveau délit, un délit qu'on ne connaissait pas, un délit d'intrusion dans les grands domaines forestiers ou ruraux de France. De sorte qu'aujourd'hui, certains propriétaires ont simplement mis des panneaux avec inscrit « propriété privée, défense d'entrée ». Et depuis lors, depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, toute personne qui entrerait dans ces territoires sans autorisation commet un délit d'intrusion, ce qu'on appelle en Angleterre un délit de trespass, mais qui jusqu'alors était inexistant. Voilà, je terminerai, mais s'il y a bien un photographe qui a pris en photo les tirages d'essence, je pense que une référence, voilà, Geoffroy Mathieu, sans oublier aussi toute sa série sur les dispositifs anti-installation des gens du voyage ou des Roms notamment de Provence, et qui donc justement empêchent cette libre circulation. Vous en avez un exemple là, avec le tas de sable ou les deux autres photos qui succèdent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non, bon, moi j'en ai une en tout cas. Je me posais la question, puisque ce matin il a beaucoup été question d'agir depuis la niche, la marge, l'à côté. Est-ce que, au contraire, dans le domaine du droit, qui est plutôt institutionnalisé, j'ai l'impression en tout cas, est-ce que vous voyez dans quelle mesure on peut être, par exemple, juriste activiste? Est-ce qu'il y a des formes comme ça qui peuvent se déployer depuis l'institution pour essayer de faire des contre-mouvements, comme vous dites, aux nouvelles lois, quelque chose comme ça? Oui, bien sûr. L'exemple du fonds de dotation qui a été créé aussi bien à Notre-Dame-des-Landes que qui fédère différents tiers-lieux, l'autre fondation Antidote, c'est effectivement un jeune homme qui est décédé depuis lors et qui a eu cette idée de juriste de se saisir d'une innovation, le fonds de dotation qui est en fait une mini-fondation entre la fondation et l'association, mais plus facile à créer qu'une fondation, pour pérenniser leur lieu de vie. Et donc tout se passe comme s'il avait hacké en fait cette innovation qui était absolument pas voulue dans l'esprit de Christine Lagarde à la perpétuation des modes de vie communautaires sur le territoire, sur l'hexagone français. Donc ça, c'est un exemple. Après, oui, je vous ai donné autre exemple, le copyleft, le logiciel libre, ou ce qu'on appelle aussi le travail de peer-to-peer entre informaticiens. Là aussi, c'est une manière, là c'est assez bien documenté, pas documenté, c'est raconté de manière amusante et très, j'allais dire, smart, par Michael comme on veut, Xifaras, dans la revue Multitude. C'est un article sur le copyleft où il explique comment on va se saisir justement de l'outil propriétaire de l'exclusivité pour la retourner contre elle-même et faire en sorte, en établissant des clauses, qu'aucun des usagers futurs ne puisse s'approprier en quelque sorte, j'allais dire, le code pour simplifier. Après, je dirais, c'est le travail en réalité de tout avocat, quelle que soit en réalité la cause et le procès. On regarde les principes, puis on regarde les exceptions.
dans la loi, dans les textes, arrêtés, décrets ou autres. Et puis, on va regarder aussi les décisions de justice. Les décisions de justice qui se rapprochent le plus de notre affaire. En common law, on parlera des précédents judiciaires. Et là aussi, c'est une recherche en fait du petit cas qui va vous permettre justement de renverser par exemple une jurisprudence, c'est-à-dire des décisions de justice qui sont relativement bien établies, de sorte que accumuler les unes avec les autres, elles finissent par constituer comme une règle de droit. Mais en s'inscrivant dans les interstices, et puis aussi, autre exemple, il faut une possibilité, tout simplement, de réinterpréter les dispositions légales. Je donne juste un exemple. Vous prenez le Code civil, vous avez l'article 647 qui dit que le propriétaire foncier peut se clore. Bon, là, ça a l'air tout simple. 648, à ma connaissance, cet article, il est complètement oublié. J'en ai jamais entendu parler, ni en cours, ni parmi les spécialistes du droit, ni dans les manuels de droit des biens. 648, qui est juste après, et qui vous dit que, alors je ne vais pas vous le dire aussi bien que c'est écrit, que le propriétaire foncier qui choisit d'exercer le droit qui lui est donné, qui lui est conféré à l'article 647, donc là, le droit de se clore, eh bien, renonce par là même à une étendue de terre égale à celle dont il aura privé la communauté des autres usagers en décidant de se clore. Donc si on faisait application de cet article 648 du Code civil aujourd'hui, tout propriétaire qui choisit de se clore, alors on pourrait préciser sur de grands domaines forestiers et non pas simplement sur le jardin ou le petit potager, tout grand propriétaire qui choisit de se clore, eh bien, se prive lui-même eh bien, d'une portion de territoire sur l'Hexagone. Il faudrait simplement réinterpréter l'expression droit au parcours par un droit au parcours qui ne serait plus simplement un droit au parcours des ovins ou des bovins, des animaux, mais un droit au parcours des êtres humains, un droit d'accès à la nature. Donc oui, il y a plein de... Enfin, on pourrait continuer longtemps avec... Je vais poser une dernière question. Moi, je vais quand même poser la question. On n'est pas tout à fait dans les temps, tant pis. Non, on a reçu Sébastien Thierry du projet Pérou dans le cadre du séminaire. Et donc, depuis plusieurs années maintenant, il essaye de faire reconnaître au patrimoine de l'UNESCO les gestes de sauvetage en mer pour les migrants sur les bateaux comme patrimoine immatériel, en fait. Et donc, je me posais la question des immatériaux. Enfin, si tant est que le mot existe en droit, j'ai vraiment aucune notion de ça, mais justement, lui essaie de passer par toutes les étapes pour qu'on arrive à reconnaître ces gestes comme étant des gestes patrimoniaux et donc qui méritent d'être sauvegardés et protégés dans le cadre de l'UNESCO. Est-ce qu'on a des choses équivalentes en droit? Peut-être c'est une mauvaise question, hein, mais est-ce qu'on a des choses équivalentes en droit d'un point de vue des gestes ou des immatériaux de cet ordre? Oui, on a les savoirs écologiques traditionnels qui sont normalement protégés au titre de la Convention sur la diversité biologique de 1992. C'est l'article 8J qui dit que, constatant que la diversité biologique et la diversité culturelle sont les plus grandes, les plus importantes, les plus manifestes au même point de terre, c'est-à-dire vous prenez... je vais concret. Vous êtes sous les tropiques, vous avez un pan de terre avec une incroyable biodiversité, et bien très souvent, de manière statistique, vous avez aussi une très grande diversité culturelle et notamment diversité linguistique. Et sur le fondement de cette concordance entre diversité biologique et diversité culturelle, notamment linguistique, on protège les pratiques et notamment les savoirs, justement, les savoirs traditionnels, parce qu'ils présentent une utilité écologique. D'ailleurs, c'est contestable, parce que du coup, les peuples autochtones sont protégés à raison de l'utilité écologique de leurs gestes et de leurs pratiques. Donc ça ne va pas de soi. Ensuite, toujours dans le champ environnemental, mais là, j'essaie juste de rebondir par rapport à la question qui est loin du droit de l'environnement. Par exemple, dans les parcs nationaux, aujourd'hui, les parcs nationaux se doivent de protéger le patrimoine naturel.
donc autrement dit environnemental ou écologique, pour le dire autrement, et le patrimoine culturel. Et donc, par exemple, dans le parc du Mercantour, il y a un certain nombre de vestiges militaires qui sont protégés au titre du patrimoine culturel. Mais dans ce même parc du Mercantour, il se passe des choses un petit peu curieuses. Alors là, ce sont pas des faits, vérifiés dans les textes, ce sont des oui-dire, des paroles que je vous rapporte. Il paraît qu'il y a des gens, des gardes, qui défont les cairns. Mais sur la directive, sur ordre en quelque sorte du parc, afin de restreindre les droits de passage empruntés par le public et amener tout le public dans des petites parcelles du parc du Mercantour, afin d'éviter que tout le territoire ne soit envahi en quelque sorte par les touristes. Et moi, je me suis demandé effectivement si alors, ce ne serait pas le geste des gardes, mais ça serait le fait de défaire justement ces cairns qui participent, me semble-t-il, du patrimoine culturel du parc national du Mercantour. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait contester d'un point de vue juridique en se fondant dans le même temps sur l'article 8J de la Convention sur la diversité biologique. Donc oui, il y a des gestes qui peuvent être protégés, dès lors, en tout cas, qu'il y a peut-être un résultat qui manifeste la réalisation de ces gestes. Mais ça ne me semble pas impossible en soi. Merci.